Salut, moi c'est Guillaume. J'ai fait 10 ans de psychanalyse. Un jour, je décide de m'arrêter et de faire le bilan. Est-ce que la psychanalyse, ça marche et comment ? Dans ce podcast, des gens viennent chez moi me raconter leur toute dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Est-ce qu'ils vont mieux ? Est-ce que ça a marché ? Chaque témoignage est un chemin de vie et ses rebondissements. Pas de montage, pas de coupe. Parfois, je joue au psychanalyste, parfois au patient. Ce podcast est autoproduit avec mes petites mains. Alors j'ai besoin de votre aide. Mettez 5 étoiles, un j'aime, faites un don ou suivez les coulisses de mon aventure de podcasteur sur les réseaux sociaux. Je vous mets les liens à cliquer dans le descriptif de cet épisode. Allez, c'est parti, bonne écoute. Est-ce que tu te sens qu'on se lance ? Ouais. Ouais ? Ouais. Comment ça va ? Mais ça va. Tu t'appelles comment ? On dit ton prénom ? On est tout public ou pas ? Comment ça, on est tout public ? Dans le sens, oui, c'est pas très clair. Est-ce qu'on est anonyme ? Ah non, on n'est pas anonyme. On peut dire que je m'appelle Emmanuel. On peut m'appeler Manu. Ouais. On m'appelle plus souvent Manu. Et puis, je suis aussi connue sous le nom de Mardi Noir. Ouais. C'est quoi Mardi Noir ? Tu dis en quelques mots ? Ouais, Mardi Noir, à l'origine, c'est une chaîne YouTube que j'ai créée et sur laquelle j'ai vulgarisé la psychanalyse en me maquillant. Et maintenant, c'est un pseudo qui me permet d'écrire, de podcaster, toujours autour de la psychanalyse. C'est-à-dire, tu faisais des vidéos, moi je les ai vues, mais je pense que pour les gens qui les ont pas vues, ouais. Tu te maquillais ? Oui, en fait, je suis partie du principe des vidéos des Américaines qui s'appelaient les Get Ready With Me. Donc, littéralement, prépare-toi avec moi, où elles se maquillent face caméra et elles parlent de ce qu'elles vont faire dans la journée ou d'un problème. Enfin, elles font un peu ce qu'on appelle le random talk, c'est-à-dire... Les influenceuses, quoi. C'est des jeunes... Ouais, c'était même pas des influenceuses à l'époque. C'était pas vraiment un métier, c'était vraiment... À quelle époque, toi, tu lances cette chaîne ? Moi, je l'ai lancée en 2015, mais les Get Ready With Me que je regardais, ça date de 2012, 2013. Donc, c'était pas vraiment... Il n'y avait pas encore énormément de placements de produits, ce genre de choses. C'était vraiment des filles qui montaient un peu des communautés autour du maquillage en se maquillant. Donc, elles font leur routine make-up. Ouais. C'est-à-dire, d'abord, je mets cette crème, après, je mets cette eyeliner. Je mets ce fond de teint avec tel pinceau. Ensuite, des fois, il y a des tutos. C'était la grande époque des tutos. Comment faire un trait d'eyeliner, comment faire un smoky, comment faire une belle bouche, enfin, ce genre de trucs. Toi, tu les regardes. Et moi, je les regardais, en fait, pendant mes études de psycho. En fait, c'est une copine qui était en psycho aussi, mais qui avait elle est plus jeune que moi, mais elle a fait psycho avant moi, donc elle était pas loin de terminer. Et elle me disait qu'elle avait développé une passion pour ça, pour les vidéos maquillage. Et donc, au début, je me suis un peu foutue d'elle. Puis j'ai regardé, en fait, je suis devenue complètement accro. Qu'est-ce que t'aimais ? Mais j'aimais ce côté... J'avais l'impression d'accéder à une intimité parce qu'en plus à l'époque, je te dis, c'était pas vraiment il y avait pas vraiment d'influence ou ce genre de truc, donc c'était mal filmé, c'était souvent filmé à la webcam, t'étais dans les chambres des filles avec le bordel derrière, le montage était moins léché qu'aujourd'hui, et puis elle parlait de tout et de rien. Et comme il n'y avait pas non plus les millions de vues qu'il y a actuellement sur certaines vidéos, t'accédais vraiment à des discussions. À des confidences. Oui, un peu. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que... Aujourd'hui, tout est hyper formaté. C'est ça, c'est devenu un métier que de raconter sa vie en ligne pour après faire des placements de produits, gagner beaucoup d'argent et ça fait des millions de vues. C'était pas le cas à l'époque. Et toi, ça te donne l'envie. Et moi, je me dis... En fait, t'es en psychanalyse et tu te dis, je vais faire la même chose en racontant ma psychanalyse. En fait, je finis mes études de psychologie, surtout. Et à la fin du diplôme, enfin quand je suis une fois diplômée, je me retrouve un peu bête en me disant, je vois tout le monde postuler dans des institutions pour travailler, et moi j'ai pas du tout envie de faire ça. T'as quel âge ? Quand je suis diplômée, j'ai 32 ans. Et en fait, avant de faire psycho, j'ai tout un parcours de théâtre, et où j'avais très très peur moi de monter sur scène. Donc je me suis très vite cachée derrière l'écriture et la mise en scène. Pour éviter d'être sur scène. Sauf que j'ai toujours gardé une frustration. C'est toujours resté un peu dans un coin de ma tête. Et entre-temps, donc, je fais des études de psycho. Il y a ces petites vidéos qui commencent à émerger.
Et à la fin de mes études, je me dis, quand même, là, je sens que j'ai des trucs à dire, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de faire du divertissement, en fait. Et je me dis, tiens, je vais faire des vidéos pour voir. Et en avant. Et du coup, c'est toi qui racontes ta psychanalyse ou toi qui racontes les théories psychanalytiques? Les deux. Ouais, c'est ça. Hein. C'est vraiment les deux. C'est des vidéos à la fois conceptuelles et en même temps avec des illustrations de ma propre vie, je sais pas, mais en tout cas de mon psychisme plutôt, des moments précis d'emmerdement de la vie courante, quoi. Ah ouais. Moi, je t'ai découvert il y a longtemps et tu fais partie de ces gens qui, je vais être très honnête avec toi, j'ai été dérangé par ton contenu au début. Et je me suis dit, c'est pas bien. C'est-à-dire, j'ai eu un jugement, mais là, je te parle vraiment d'un intime qui se termine bien. C'est pour ça que je te le dis, il commence négativement. Et je pense que moi, je suis très formaté dans ma tête, dans mon intime à moi. Non, c'est pas bien. Alors, j'arrivais pas trop à dire pourquoi c'était pas bien. Et ce qui m'a interpellé, c'est de me dire, mais c'est quoi ton problème, Guillaume ? Parce qu'en vrai, ce qui était en train de se jouer, c'était que moi, je rêvais de faire ce que tu osais faire. Ouais. Et je me disais, et aujourd'hui, je me dis, mais quel courage, quoi. Et aujourd'hui, alors, moi, ça m'inspire énormément parce que le podcast, pour moi, c'est un espace où petit à petit, j'apprends à me dévoiler d'une façon qui me correspond. Et là, je te voyais c'est brut, ton contenu, il est brut. Moi, mais dans le bon sens du terme, brut, tu vois, mais parfois, il me dérangeait et je me disais, mais est-ce qu'elle est brillante? Est-ce qu'elle est folle? J'essayais de te catégoriser, de t'enfermer dans une cage. Ah, mais c'est qui? Et je suis brillante et folle. Non, mais tu vois, j'étais bourré de jugement et puis tu me mettais dans un endroit inconfortable. Et franchement, je te remercie parce que le podcast sur lequel tu es aujourd'hui est aussi inspiré par ce que tu as fait sur YouTube, tu vois. Même si, du coup, on est des êtres différents et donc j'ai créé un espace différent, mais tu étais en moi quand j'ai eu cette idée, tu vois. Et je me suis dit, et à la fin, je me suis dit, mais elle a tellement raison, quoi. Elle ose. Et puis tu m'emmerdes, Guillaume, avec tes préjugés, là. Elle ose. Et toi, Guillaume, là, arrête de... En fait, c'est parti d'un truc très... je me suis pas dit, je vais oser. C'est-à-dire que je ne pouvais pas faire autrement que de faire ce contenu comme ça. C'est-à-dire que le faire autrement, ça aurait été vraiment faire une... Non pas qu'il n'y a pas de mise en scène, il y a toujours de la mise en scène, mais ça aurait été quelque chose qui n'aurait pas du tout été moi. Ouais, c'est ça. Alors non pas que je sois comme dans les vidéos, dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, je suis pas aussi brute de décoffrage H24, mais quitte à montrer quelque chose et quitte à fallait aller un peu à l'extrême de ce que je pouvais être. Sinon, ça avait pas de sens pour toi. Bah oui, ça aurait été. Mais j'aurais en plus, c'est vrai que ça a pu être un peu dérangeant. Je me suis un peu demandé comment les gens allaient le prendre. Parce que c'est vrai que moi, au tout début de la chaîne, je me demande si je l'ai pas finalement mise en privé, cette vidéo. Voilà. Mais moi, au début, je voulais vraiment être youtubeuse maquillage. C'est-à-dire que je me disais pas, je vais faire de la psychanalyse ou. En fait, j'aurais rêvé, moi, être une fille. Enfin, je sais pas si ça me faisait rêver d'être une fille un peu en apparence lisse et qui peut, comme ça, juste parler de produits make-up. Mais il y avait en tout cas quelque chose de l'ordre du fantasme. C'est-à-dire que j'aurais aimé pouvoir incarner ça. Et en fait, quand j'ai fait la première vidéo où je parle que de make-up, je l'ai quand même postée, mais je me suis dit, tu es ridicule. Enfin, ce n'est pas du tout toi. Je ne peux pas faire ça. Enfin, Et c'était pas un jugement que les autres sont ridicules de faire ça. Au contraire, c'est que je ne suis pas suffisamment bien, moi, pour faire ça. Et après, c'est là que je me suis dit, mais de quoi je peux parler ? Et je me suis dit, t'es légitime à parler de psychanalyse, parce que quand même, t'en fais une depuis des années, tu viens de terminer un cursus de 5 ans. Là-dessus, clairement, oui, je peux y aller. T'avais une légitimité. Ouais. En cumulé, c'est combien de millions de vues ? Tu sais ou pas ? Ma chaîne ? Ouais. Aucune idée. Ok. Je sais même pas si je crois qu'il y a plusieurs millions, mais en cumulé, mais... Ça a marché en tout cas, t'es d'accord ? Puisqu'après, t'as écrit des livres. Oui, ça a fonctionné, mais... À ton avis, qu'est-ce qui a résonné pour les gens ? Parce que t'as fait des signatures de livres et tout.
Donc les gens, ils ont dû te dire qu'est-ce qui résonnait pour eux? Ouais, même en commentaire ou même il y a plusieurs choses, il y a plusieurs publics pour cette chaîne YouTube. Il y a qui n'est plus existante. Enfin, oui, on peut aller la consulter. Voilà, mais non, je poste plus. Il y avait tous les étudiants en psycho pour qui c'était vraiment une aide. Apparemment, ça les a apparemment beaucoup aidés dans certains de leurs partiels, donc tant mieux. Et puis pour une grande partie, c'était vraiment, je crois, d'oser parler de choses psychiques un peu inavouables. Comme quoi, par exemple? Là, j'ai tout de suite quelque chose en tête, l'idée de pouvoir aller vers des relations pas ultra consenties, se mettre en danger, sans pour autant dire tout de suite qu'on est la victime de quelqu'un. C'est-à-dire, toi, ça, j'ai pas dû voir ce contenu-là. Toi, tu racontes une relation sexuelle ou amoureuse où il n'y avait pas l'intégralité de ton consentement. Voilà, ou des mises en danger, des choses. Tu t'es mis en danger comment? Je sais pas si j'ai envie de le raconter là. Non. Je sais pas si j'ai envie de le raconter. Ok, d'accord. Ouais, non. Une thématique, enfin, c'était une mise en danger. Oui, toujours thématique sexuelle. C'est sur un aspect sexuel. Ouais. Avec des hommes. Donc là, c'était plus le côté journal intime, oser dire. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé en regardant tes contenus, et je les ai pas tous regardés, et je pense au final que c'est des contenus qui me correspondent pas. Je crois que ça a pas, je suis pas arrivé à agripper quelque chose. Moi, je t'ai trouvée tellement puissante. Du coup, je suis super contente de t'avoir à mon micro. Puissante de... T'as l'air étonnée? Non, mais je vois pas le... Enfin... Tu vois pas le rapport? Ouais. Ah, pardon. Si. Okay. Que je te trouvais puissante, justement, dans le... En fait, je demandais pourquoi les gens aiment. Tu disais, il y a une part didactique d'apprentissage théorique pour les étudiants. Il y a une autre part d'oser dévoiler un intime, par exemple. Ouais. Des rapports sexuels et la question du consentement. Et pour moi, ça, c'est une forme de puissance. Sortir du tabou, faire entendre quelque chose que les gens n'entendent pas sinon, oui. C'est partager de la puissance, c'est donner de la puissance aux gens. En tout cas, moi, ce que je voulais, c'était plutôt donner à réfléchir. C'était une sorte de réflexion et de responsabilité. Non pas du tout pour dire qu'il n'y a pas des moments où on est évidemment pris dans des choses où on est victime, mais essayer de se responsabiliser aussi de ce qu'on fabrique, des relations dans lesquelles on est, des amitiés qui partent complètement en vrac ou des relations amoureuses, et puis pas être toujours dans une paranoïa ou dans c'est la faute de l'autre ou l'autre m'a fait ça, l'autre m'a trahi, l'autre... Ça c'est une de tes thématiques clés dans ta psychanalyse, tu dirais? Oui, c'est sûr. La trahison, oui. La trahison. Tu me vois tranquillement aller vers du coup notre sujet qui est, au final, t'es là pour raconter tes années d'analyse ou tenter d'en raconter quelque chose. Oui. Pourquoi t'as eu envie de participer? Tu vois, moi j'aurais pu me dire, elle a tout dit en vidéo YouTube. Quel est l'intérêt En fait, c'est toujours un exercice que de synthétiser son parcours psychanalytique. Et je l'ai fait à plusieurs reprises en livre, en conférence. Je ne l'ai pas encore fait en podcast. Et puis surtout, non mais c'est pas ça, c'est aussi voir s'il n'y a pas autre chose qui émerge encore, s'il n'y a pas une... c'est marrant, chez les psychanalystes lacaniens... il y a ce qu'on appelle l'exercice de la passe, et qui est que quand on veut devenir psychanalyste référencé d'une école, il y a cet exercice de faire la passe. Et c'est en fait raconter son analyse et surtout quel savoir on en a tiré et d'où on part, où est-ce qu'on arrive. Et c'est ce qui fait que... c'est presque un petit examen devant jury, et on témoigne de ces années passées à s'analyser. Et là, je dirais, c'est pas un exercice de passe, puisque je le fais pas devant des pairs, PAIR-S, mais c'est quand même, si jamais un jour je veux le tenter, je m'entraîne. Parce que là, tu es psychanalyste aujourd'hui. Oui, autoproclamée. Enfin, je suis psychologue clinicienne diplômée. Mais il n'y a que des psychanalystes autoproclamés.
Bah oui, mais il y a aussi ceux qui sont membres d'une école. D'accord. Et donc à partir de là, c'est comme je te dis, ils ont quand même, c'est pas un examen, c'est pas reconnu par l'État, mais il y a quand même l'idée qu'ensuite tu es référencé dans l'agenda d'une école qui fait des formations, qui fait des conférences, qui fait des colloques, qui fait plein de choses. C'est pas ton cas aujourd'hui. C'est pas mon cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je me rends en formation dans une école de psychanalyse, mais je ne suis pas psychanalyste de cette école. Compris. Voilà. Tu as fait combien d'années en psychanalyse ? 18 ans. 18 ans. Alors, je vais te faire une confidence. Une majorité. Une majorité. Je vais te faire une confidence. Je suis réveillé depuis 3h30 du matin. En ce moment, je fais des insomnies carabinées. Je suis en train de faire des recherches dans ma famille. J'ai découvert, donc je savais que le frère de mon grand-père était homosexuel, mais j'ai découvert qu'il avait eu un amoureux dont on m'a jamais parlé, qui pourrait être encore vivant. Et donc je me suis un peu lancé dans une aventure autour de la question de l'homosexualité dans ma famille, du tabou, de la possible homophobie, etc. Bon, je suis retourné depuis fin décembre. Et en plus, j'ai perdu les notes que j'avais prises dans notre pré-entretien, où j'avais identifié des idées sur lesquelles je voulais tirer. Pas de panique. Je vais du coup te demander une totale coopération. Non, c'est une blague, parce que ça, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Mais du coup, je vais y aller tranquille. Ok. Et au final, on est là pourquoi ? Moi, ce que j'ai envie d'entendre, c'est quel a été le déclic ? Toujours la même chose, en fait, toujours la même mayonnaise. Quel a été le déclic pour entrer en psychanalyse ? Pourquoi la psychanalyse n'est pas une autre forme thérapeutique ? D'accord. Et de ces 18 ans, de cette majorité passée en psychanalyse, c'est quoi les nœuds principaux, ce que là, tout de suite, tu as envie de raconter ? Et comment les nœuds intimes, donc des blessures, des choses que tu as travaillées, mis au travail sur le divan. Et alors, comment ça a travaillé ? Ça travaille comment un divan ? Si tu devais mettre en mots cette magie-là ? Et comment ça a impacté ou non ces nœuds ? Est-ce que cette règle du jeu te va toujours ? Ouais, ça me va. C'est large, hein ? C'est ambitieux. Je peux commencer par pourquoi... Tu te rappelles ? Tu te rappelles de ta toute première séance ? Oui. 18 années avec la même personne ? Non. Et je dirais pas que je dirais pas que j'ai choisi. Enfin, si, j'ai fini par choisir de faire une psychanalyse, mais c'est pas. Moi, au début, je vais consulter un psychiatre qui s'avère être psychanalyste aussi, parce qu'il m'est recommandé par mon médecin traitant et parce que ma demande, qui est plutôt une plainte même, c'est même pas une demande à ce moment-là, c'est vraiment je me plains de crise d'angoisse majeure qui en fait démarre à l'âge de 13 ans, sous la forme donc ça démarre à l'âge de 13 ans. Alors je dirais pas qu'avant j'étais pas angoissée, je pense que j'étais une enfant quand même assez anxieuse, mais on va dire que c'était diffus, il y avait pas de thème particulier. J'étais très accrochée à ma mère. Voilà. Dès que j'étais loin de ma mère un peu trop longtemps, j'étais pas très très bien. Et si j'avais mal au ventre quand j'étais petite, ça c'était assez récurrent. Mais bref, à 13 ans, je développe une phobie de vomir de manière très intense. C'est-à-dire que c'est pas juste une petite peur, tiens, j'ai peur de vomir. Ça démarre direct par des attaques de panique absolument faramineuses. Mais à cet âge-là... Une attaque de panique, pour toi, c'est... c'est vraiment... De la chimie dans le cerveau. Et dans le corps, les deux. Ton corps se comprime d'un coup ou au contraire se met à trembler ? En fait, en l'occurrence, une phobie de vomir, qu'est-ce qui se passe ? T'as la nausée. Donc, moi, ça se traduisait par d'abord des nausées. Donc... j'ai des nausées, donc forcément je vais vomir, sauf que j'ai la phobie de vomir, donc le fait d'avoir ces nausées qui ne passent pas, ça devient une angoisse pas possible, et donc c'est un corps qui sait pas quoi faire de lui, qui est agité, des pensées de mort, parce que il est hors de question que je vomisse, mais les nausées ne passent pas, et donc c'est vraiment une sensation comme si j'étais au bord de vomir
toutes les 3 minutes, sans vomir. Enfin, voilà, pour te donner une idée. Ces symptômes ont duré combien de temps, de 13 ans à... Alors, à 13 ans, ça dure pas trop longtemps. Je dirais que ça démarre... ouais, je sais plus exactement, mais ça dure quelques mois et c'est pas tous les jours. Ça doit durer 3-4 mois et c'est peut-être une fois ou 2 dans le mois. Je me souviens de 2 très grosses crises à cet âge-là. Voilà. Et après, ça passe. Et en fait, ça passe de manière... c'est le refoulement, c'est-à-dire que ça passe, j'oublie. C'est l'adolescence, il se passe des choses, je pars en colo, il y a d'autres trucs, et c'est toujours un peu là, on va dire que j'ai toujours un peu cette peur de vomir, mais c'est pas, ça se traduit pas par des crises d'angoisse, c'est juste, bon, je sais que c'est là, mais j'y fais pas trop gaffe. Et à l'âge de 19 ans, je vomis. À cause pas pour la première fois, non. Déjà à l'âge de 13 ans, j'avais vomi, ce qui avait déclenché ça, mais enfin j'avais déjà vomi par le passé, et on verra que c'est autre chose en fait le problème. C'est pas juste d'avoir vomi, mais bon, on va dire que le truc manifeste. À 19 ans, je revomis. Et tout repart. Et là, par contre, tout repart, et là, ça repart de plus belle. C'est-à-dire que là, je sens que ça ne va pas me lâcher, et c'est pas 1 ou 2 fois par mois. C'est que les crises d'angoisse, là, au démarrage, c'est tous les 2-3 jours et ça va même s'amplifier en tous les jours. Et ça va durer malgré malgré le fait d'aller voir un psy. Et c'est pour ça que, bon, je sais pas si je suis vraiment en analyse au départ. Je sais pas, ça passe pas. Enfin, ça a mis ça a mis 6 ans à passer. Et du coup, à partir de l'âge de 19, tu rencontres ce psychiatre qui en fait est un psychanalyste et qui t'allonge. Non, pas tout de suite. D'abord, il me reçoit. Moi, ce que je veux, c'est des médicaments. Donc, il m'en donne. Et il me voit en face à face pendant 1 an et demi. Et ensuite, il m'allongera au bout d'1 an et demi. Et je pense que... Je pense que c'était pas idéal. Mais ouais. Tu peux me raconter pourquoi ? Ouais. C'est-à-dire que... Parce que il y a beaucoup de questions. Tu sais, il y a un groupe Facebook, d'ailleurs, que les gens peuvent rejoindre. Ma dernière séance de psychanalyse, un groupe fermé où tu as des auditeurs, auditrices qui témoignent, racontent, posent des questions. Et la question de quand est-ce qu'il faut s'allonger, il faut, entre guillemets, ou est-ce que... Faut-il, d'ailleurs. Faut-il, et ça sert à quoi de s'allonger, et pourquoi moi, on m'a toujours pas proposé de m'allonger, etc. Ça revient souvent. Et je trouve ça intéressant que tu dises, là, j'étais allongé, c'était pas forcément le mieux. Qu'est-ce que ça déclenche d'être allongé en fait, être négatif ? je dirais ça dans le sens où je pense que c'est lui... alors déjà, faut dire, on va essayer de donner un peu son pédigré, même si à l'époque je faisais pas d'études de psycho, donc moi il faut voir aussi que ça c'est des choses que je reconstruis après coup, mais de ce que j'ai pu observer de ces années de thérapie analytique, c'est que c'était un freudien avec pas mal de théories aussi post-freudiennes, donc je sais pas si ça va pas trop, mais je vais chinois, voilà, un peu anglo-saxon, c'est-à-dire alors ça peut être très bien fait, mais là je trouvais il y avait une espèce de mayonnaise où lui me partageait aussi un petit peu ce qu'il pouvait ressentir de ce que je pouvais lui faire ressentir, c'est-à-dire que il y avait comme une analyse aussi du contre-transfert, ce qu'on appelle le contre-transfert, donc que lui pouvait ressentir à ce que tu disais ou vivais. Et c'est vrai que je dirais qu'à la fois avec lui c'est allé très vite sur certains points, mais peut-être même d'ailleurs trop vite, on va y revenir, je pense. Et je pense que le divan est arrivé dans un moment où... d'ailleurs, il me l'a dit, sans phare, il m'a dit... parce que moi, je tournais autour du pot, j'aimais bien lui parler des films que j'avais vus, je lui parlais de bouquins que j'avais lus. Et en fait, je pense que... il m'a dit, je sens que ça tombe un peu trop dans la conversation... Et y a un petit peu de manipulation de votre part, de vouloir m'emmener comme ça, à parler de ça plutôt que... Et donc, vous allez vous allonger. Comme si ça allait aider au fait que je sois moins dans la manipulation. Et toi, ça t'a pas aidé ? Pourquoi ça t'a pas aidé ? Moi, déjà,
pourtant, j'étais pas encore en études de psycho, mais j'avais quand même l'intuition que je trouvais ça bizarre qu'on me dise ça, quand même. Pourtant, je suis restée 7 ans de plus, hein, donc j'étais quand même très attachée à lui et il m'a aidé sur plein de trucs. Hein. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit d'un point de vue complètement extérieur, dans le sens où, moi, dans mon expérience, une fois que je me suis allongé, en analyse, là, j'ai plus de mal à la conversation. Comme je suis coupé du rapport social, tu vois, puisque je suis allongé, la personne est derrière. Je suis entièrement d'accord avec toi, bien évidemment. C'est évident. Mais oui, je suis d'accord avec lui. Mais je ne suis pas forcément d'accord sur le fait de le partager de manière aussi littérale et aussi manifeste. C'est-à-dire que je vais le dire comme je le pense, et maintenant que je suis psy, et loin de moi l'idée de le fustiger, parce que maintenant que je suis psy, je sais à quel point c'est quand même un métier très difficile. Hein. Il ne s'agit pas de dire ça se fait comme ça. Mais je vais dire que pour moi, ça manquait un peu de technique. C'est-à-dire que... il était un peu bourrin. Même pas bourrin, parce que je pense que pour lui, c'était sa technique à lui, mais pour moi, c'était pas technique. C'est-à-dire que l'analyse que j'ai faite ensuite avec la deuxième, où là, il y avait alors, on me dira, avec d'autres, ça aurait pas du tout fonctionné. Peut-être qu'il faut quelqu'un qui explique, qui explicite. Donc après, c'est aussi chacun... Peut-être, tu veux dire que peut-être le succès de la deuxième, et c'est grâce aux erreurs du premier ? Non, c'est quand déjà, c'était effectivement radicalement différent, la façon de faire. Et on va dire que la deuxième... là, je sais pas comment... La mayonnaise a pris. Ah ouais, c'est-à-dire que je trouvais ça même brillant. Enfin, je ressortais, j'avais des effets. Enfin, c'était... Du coup, qu'est-ce que tu as découvert sur le symptôme de la peur de vomir ? Est-ce que tu as les clés ? Aujourd'hui, tu as plus ce symptôme ? J'ai plus le symptôme, j'ai toujours peur de vomir. Mais ça m'empêche pas de parfois picoler au point de pouvoir vomir, sauf que je ne vomis pas, mais je ne fais pas de crise d'angoisse. C'est-à-dire que ça t'empêche plus de vivre. Voilà, et si j'ai la nausée, je vais pas angoisser. Je peux faire un repas copieux, je peux manger du gras, je peux manger... je peux être en société, je vais pas me laver les mains 40 fois par jour. Voilà. Qu'est-ce que tu as découvert ? Qu'est-ce que ce symptôme tentait de dire ? Alors, on peut commencer par la fin, après ça peut permettre... Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je le dirais comme ça. Je dirais que cette phobie de vomir est apparue à un moment clé de mon adolescence, c'est-à-dire à l'âge de 13 ans. Et je vais raconter du coup le souvenir, même si c'est vraiment au bout de plein d'années que j'ai pu découvrir ça et de faire cette équation comme ça. Évidemment, ça a pris beaucoup de temps. Ce symptôme est apparu à l'âge de 13 ans. Et ça, je l'ai découvert, ce que je vais vous raconter maintenant avec la deuxième analyste, au moment où je demande à ma mère si elle a déjà trompé mon père. J'ai cette idée... Et d'ailleurs, un petit peu de manière, comme on peut l'avoir de manière un peu classique, où on peut parfois se dire, quand on est enfant, j'ai été adopté, est-ce que mes parents sont mes vrais parents ? Bon. Et il se trouve qu'à l'âge de 13 ans, je vais voir ma mère, en cachette de mon père. Je pose pas la question aux deux, est-ce que vous vous êtes déjà trompés mutuellement ? Non, c'est ma mère que je vais interroger. Et je lui dis, maman, est-ce que tu as déjà trompé papa ? Elle me dit non. Moi, j'insiste, j'y reviens plusieurs fois, je la tanne, voilà. Et elle finit par m'avouer que oui. Et voilà, bon. Et là, moi, ma deuxième analyste me dit mais c'est quand même... qu'est-ce qui fait que vous avez posé cette question à votre mère à cet âge-là pourquoi vous avez questionné votre mère ? Et je dis, au début, je ne sais pas. Enfin, je suis là, vraiment, je lui dis, mais j'en sais rien, moi. Je sais pas, ça me paraît normal, presque. Pardon. Ça me paraît complètement normal. Je dis, je sais pas, c'est une question qu'on peut se poser. Et je sais pas, j'en avais peut-être l'intuition. Elle me dit, oui, d'accord, mais enfin, qu'est-ce qui vous a donné cette intuition ? Et au début, vraiment, je ne trouve pas, je ne sais pas. Et puis, elle m'invite quand même, ça marche parfois, pas toujours, mais là, ça a marché sur moi. Elle m'a dit, chercher.
Et puis elle m'a laissé dans le silence. Et me revient un souvenir. Et je lui dis, écoutez, là j'ai un truc qui me vient, mais je vois vraiment pas le rapport. Je dis, je ne sais pas du tout pourquoi je pensais ça. Elle dit, racontez-moi. Racontez, ma copine. Et je lui dis, je sais pas pourquoi, mais là je pense au fait que quand j'étais petite, enfin à peu près au même âge, et je suis certaine que c'est avant, le fait de demander à ma mère si elle a trompé mon père, je me souviens que je voulais un hamster. Et que je voulais absolument avoir un hamster. Voilà, c'était une sorte d'obsession. Et donc, j'avais demandé à mes parents si je pouvais en avoir un. Et mon père ne voulait pas, parce que mon père dit non à tout. Enfin, globalement, tu fais une demande à mon père, il va dire non. Ce qui ne veut pas dire que c'est non, mais il dit non. Et ma mère, elle s'en fout des hamsters, donc elle est quand même, je sais pas, enfin, qu'est-ce qu'on va faire d'un hamster ? Et comme ma mère est bof à donf, mon père continue de dire non, et c'est non, et c'est non, et c'est non. Et puis moi, je continue quand même de dire non, mais si, moi j'aimerais bien avoir un hamster. Mon père continue de dire non, donc je vais en parler souvent à ma mère dans la cuisine pendant qu'elle fait à manger. Elle dit, je sais pas, écoute, ton père veut pas, machin, et tout, bon. Et puis là, finalement, au bout de plusieurs jours, semaines, ma mère dit, écoute, ok, on va aller acheter ce hamster, mais on le dit pas à ton père. Et donc, Attends, mais du coup, t'avais un hamster caché sous ton lit ? Et du coup, on va acheter le hamster avec ma mère un mercredi après-midi. Mon père est au travail. On rentre avec tout, quoi, la cage, la bouffe, tout. Et je cache le hamster dans ma chambre. Et pendant, ça a duré 3 semaines, 1 mois, sans que mon père soit au courant qu'il y a un hamster dans la maison. Donc, je gardais ce secret avec ma mère. Et c'est ça que tu retrouves allongé sur le divan ou hors séance ? Ça, c'est la première séance avec la deuxième psychanalyste. Ah, ou directement la première séance, elle dit « Pourquoi avez-vous posé la question à votre mère si elle avait trompé votre père ?» Ouais. Elle te dit « Cherchez » et là, pouf, tu trouves. Ouais. Pouf, tu racontes ce souvenir du hamster. Et il faut savoir que donc ça, c'est la première séance. Et t'es déjà allongée dès la première séance ? Je ne suis absolument pas allongée. Je ne serai jamais allongée pendant ces 9 ans d'analyse avec cette psy. Et où j'ai vraiment eu le sentiment de faire une analyse pour de vrai, sans être allongée. Là où... Alors, en effet, j'étais pas du tout dans la conversation avec elle, ce qui fait qu'elle a sans doute eu pas du tout besoin de m'allonger. C'est ça aussi. Oui. Il n'y a pas eu besoin de couper. J'étais vraiment en analyse dès la première séance. Et c'est vrai que les 9 premières années, c'est pour ça que je dis, attention, je suis pas en train de fustiger le premier psy. Et lui, il a déblayé des choses massives, absolument incroyables. Notamment le fait que, je le balance là, comme ça c'est dit, c'est-à-dire que le fait que mon père, donc qui m'a élevé, n'est pas mon père biologique, et que donc ça, je le savais pas quand je suis allée voir ce psy pour la première fois à 19 ans. Je le découvre avec son aide à l'âge de 20 ans, et quand je rentre chez moi à l'âge de 20 ans, toujours dans la cuisine d'ailleurs, et je vais voir ma mère et je lui dis est-ce que papa c'est vraiment c'est mon papa, enfin c'est spermatozoïde quoi en gros. Et là je la vois se décomposer et me dire non. Et donc moi là je ne sais que dire, et sauf ça quand même, je lui dis mais papa est au courant, et là elle me dit non. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanoui ? Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes.
Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefedepodcast@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.